suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission exceptionnelle avec un invité tout aussi exceptionnel. Un ancien membre du GIGN qui a travaillé pendant 15 ans et qui a risqué sa vie plusieurs fois. Maintenant, il a un nouveau rêve, conquérir les écrans. Le Salon, saison 1, épisode 2 avec Aton, c'est maintenant. Bonjour Aton. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci On à est vous. très heureux de t'avoir avec nous. Tu as eu une vie exceptionnelle. Tu as travaillé pendant 15 ans au GIGN. Tu as eu un parcours de fou. Tu as toujours surmonté ces problèmes. Et maintenant, tu es devenu acteur et auteur. Donc, tu te définis plus comme un acteur, auteur, les deux? Pour le moment, on va dire que moi, je suis profondément acteur. C'est-à-dire que mon premier rêve, mon rêve d'enfant était de devenir acteur. Alors, pour des raisons que j'ai expliquées plusieurs fois, je ne suis pas un cas isolé. Il y a beaucoup de harcèlement dans les écoles, dans les cours de récréation. J'étais pas un cas isolé. Il y en a trop, malheureusement. Et j'ai pas fait, j'étais comme beaucoup, pris un peu à partie. Et ça a développé en moi une volonté de combattre l'injustice. Et pour moi, ce qui était le plus représentatif du combat contre l'injustice, c'était les acteurs hollywoodiens dans leur rôle de justicier. Donc moi, c'était tracé, c'était être acteur à Hollywood, le justicier. En fait, quand on est jeune, on le voit, moi je vois beaucoup de jeunes me suivent et on voit qu'on confond un peu entre fiction et réalité. Et ben moi, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'étais monde virtuel, monde réel, tout ça, ça se confondait. Et pour moi, le justicier, qu'il soit au cinéma ou dans la vie réelle, c'est à peu près pareil. Jusqu'au moment où, en 94, la vocation pour le GIGN est née. Voilà. Donc je me sens profondément acteur. J'ai fait un passage qui n'était pas du tout prévu dans la case auteur. Et je remercie d'ailleurs Jean-Luc Riva, mon co-auteur, et les éditions Nimrod qui ont vu une opportunité, voilà, de partage avec moi. Et j'ai été sans filtre. On a écrit le premier livre, Voilà. GIGN, Confession d'un Obs. Confession d'un Obs, GIGN, je l'ai lu Ouais. super vite, il est incroyable. Je ne suis pas un grand lecteur, mais vraiment, il y a tout. On passe dans toutes les émotions, il y a des passages, on rigole, il y a de l'action, et voilà, c'est une vraie réussite. Donc félicitations à toi. Merci beaucoup, mais ça a été pour expliquer un petit peu, moi je pense, enfin pour expliquer quelque part le succès, parce que quand on écrit une biographie, puis surtout tout ce qui tourne autour des troupes d'élite, forces spéciales, moi j'ai vraiment voulu écrire ce livre sans filtre, sans volonté de créer un mythe autour de tout ça, ni la volonté de briser le mythe, parce qu'en fait, c'est pas du tout, ça reste un mythe, même encore pour moi, même après 15 ans au GIGN. Le GIGN, bien sûr, il y a des choses qui sont... On est dans l'humain, c'est humain, il n'y a pas de super-héros. Avant, le GIGN pouvait croire que c'était presque des demi-dieux, les gars, mais quand on y rentre et quand... le mythe, il s'effondre un petit peu, d'une certaine manière. Mais au final, quand on regarde le GIGN et une carrière dans sa globalité, en fait, on voit qu'il y a quand même un don qui est assez particulier. Il y a un engagement qui est très particulier et qu'on ne retrouve pas beaucoup ailleurs. Donc, on conserve quand même cette vision très positive et élitiste d'une unité comme celle-ci. Donc voilà, donc je suis passé par la case auteur et j'y ai pris goût parce qu'on a écrit un deuxième livre aussi. Donc, je le présente, qui est Feral. Donc là, tu expliques un peu plus une préparation physique pour passer les tests du GIGN, c'est Alors, ça? pas seulement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite du succès de GIGN Confession d'un Obs, il y a eu beaucoup de lecteurs, de jeunes lecteurs et de moins jeunes. Et on a eu énormément de questions sur la préparation physique, oui, mais aussi sur le mental. C'est-à-dire comment je pouvais me remettre d'un échec, parce que comme je dis, dans GIGN Confession d'un Obs, je montre des réussites, mais je montre aussi beaucoup d'échecs, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, hein. Quand on a de grandes ambitions, c'est différentes étapes. Et les étapes, on connaît énormément on trébuche et il faut se relever. Donc c'est un espèce de combat. Et il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça, à la préparation mentale, au conditionnement. Donc on explique ça dans Feral. Et puis il y a un petit peu de technique aussi, parce qu'en 15 ans, j'étais témoin de beaucoup d'échecs de gens qui se présentaient au test. Et là, je partage un petit peu, des petites clés pour optimiser un peu ses chances de réussite, non seulement au GIGN, mais je dirais même dans la vie en général, parce que je ne suis pas qu'un GIGN, je suis aussi un père de famille, je suis aussi un sportif,
Enfin voilà, j'ai une vie sociale et j'ai pu observer pas mal de petites choses et on a voulu dans ce livre concentrer tout un tas de conseils. C'est même presque, je dirais, une philosophie de vie, quoi. Voilà. Pour revenir un peu sur ta vie, comprendre comment tu en es arrivé là, si tu veux bien qu'on revienne sur ce parcours. Mais avant, nous, dans cette émission, pour comprendre un peu la personnalité, on fait le portrait chinois de l'invité. Est-ce que tu es chaud? Ah bah, je suis curieux, moi. Allez, c'est parti. Première question. Si tu étais un animal, J'hésite entre le loup et le lion. c'est drôle parce que notre premier invité a dit le loup aussi. Ouais. Mais je pense pas pour les mêmes raisons. Non, mais moi j'ai appris relativement tôt hein, qu'il fallait être au sein d'une collectivité, qu'il fallait trouver sa place et afficher sans non plus, on n'est pas dans la caricature, mais je pense qu'il faut parfois montrer un peu l'écrou, montrer une certaine force et montrer qu'en fait on n'est pas forcément enclin à laisser tout faire Voilà. et se faire respecter. Et malheureusement, le respect n'est pas inné chez tout le monde et il faut parfois montrer un petit peu l'écrou pour obtenir le respect. En tout cas, ça a été ça pour moi. Je trouve ça regrettable et c'est pour ça que je le dis aujourd'hui. Voilà. Si tu étais un film, non pas un acteur, le film... On est sur un plateau, je ne vais pas faire flipper tout le monde, mais je dirais le Joker. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'il est fou? Enfin, Non, enfin, j'ai trouvé... Bon, pour revenir sur le rôle de Joachim Phoenix. Joaquin Phoenix, ouais, qui le joue parfaitement bien, je trouve qu'il il a été très, très transparent sur ce qu'il y a de plus profond en lui comme émotion. C'est un gros partage. Et ce personnage un petit peu en marge, un petit peu atypique, qui à un moment donné réagit de manière violente à la violence, il apporte une raison, il apporte une réponse. Moi, je m'y retrouve, faut le prendre dans sa globalité. Hein. C'est dans le côté très marginal du Joker, pas forcément dans la finalité du personnage. Hein. Je ne recherche pas du tout le chaos et je ne vais pas me mettre en maître du chaos. Pas du tout, je suis plutôt de l'autre côté, mais je ne serai pas non plus Batman. Ouais. Mais en fait, dans ces deux personnages, je trouve qu'ils sont quand même liés, quoi. Voilà, il y a toujours une origine à un résultat et on n'est jamais tout blanc ou tout noir ou tout bon ou tout mauvais. Il y a toujours un mélange. Et je trouve que le dernier Joker montre assez bien la chose et on a même à un moment donné, alors peut-être m'avance peut-être, mais j'ai eu un peu d'empathie pour ce personnage. Okay. Et je m'y suis retrouvé un petit peu en même temps. Mais je pense que tout le monde s'y retrouve. Ouais, le film, et d'ailleurs, c'est ce qui fait, je pense, un petit peu peur. Ce qui peut impressionner un peu, se dire, waouh, je m'y retrouve un peu. Ouais, j'ai c'est ton beaucoup Joker aimé. préféré? Il y a celui de Batman Dark Knight qui est vraiment pas mal aussi. Ouais, il est bien. Alors lui, il s'y est perdu. J'ai regardé vraiment avec attention la manière dont ça a été joué. Je trouve que Joaquin Phoenix a été aussi loin que l'autre, mais avec beaucoup plus de maîtrise. Mais peut-être que c'est un vrai taré, Joaquin Phoenix. Peut-être. Si on a l'occasion, on lui posera la question. Faut l'inviter. Du coup, si tu étais un personnage fictif, mais ça répond peut-être à la question précédente, ou une autre personne. Ouais, je ne serais pas forcément le Joker, non. Non. Un personnage fictif. Ça paraît prétentieux, mais je dirais Superman. Il m'a fait briller les yeux quand j'étais petit, quoi. C'est beau. Ouais, Hulk aussi, il y a un mélange. Bon, dans les Marvel, Ouais. je dirais un mélange de Hulk. Ouais. J'aurais dit Rambo. Ah, Rambo, c'est autre chose. Mais oui, un personnage de cinéma, Rambo, le côté un peu pas de reconnaissance pour l'ancien combattant, son combat dans la vie civile, ça se rejoint assez avec... Moi, je suis rentré à l'armée, j'avais 19 ans. J'ai quitté l'armée à 40 ans, c'est-à-dire que j'ai vécu un peu en autarcie hein, au sein de l'armée. J'ai eu une vie sociale, comme je disais tout à l'heure, mais on est quand même... on vit entre nous. Et quand on quitte la vie militaire pour la vie civile, eh bien, on se rend compte que la vie civile est loin d'être aussi chaleureuse qu'on peut avoir le retour, le cadre de la vie militaire. On est quand même assez protégé et la vie civile n'est pas forcément évidente. Si tu avais un super pouvoir, j'arrêterai le temps. Le temps passe trop vite. On voit, je pense que les gens qui lisent GIGN, Confessions d'un noble, se lisent souvent assez rapidement, en 2-3 jours. Et en fait, je ne vais pas dire que ma vie est passée en 2-3 jours, mais sincèrement, j'ai rien vu passer. J'ai enchaîné, on le voit, hein, il y a un gros rythme.
Et en fait, ce rythme a été tel qu'on peut lire le livre, en fait, ça va presque aussi vite, quoi. Quand on enchaîne comme ça les activités, il n'y a pas eu beaucoup de temps de repos. Je me suis posé de temps en temps, mais c'était pas forcément pour apprécier le temps qui passe et l'environnement actuel, le temps présent, mais c'était plutôt pour faire le bilan, recalculer, me réajuster et repartir. Donc en fait, il n'y a jamais eu vraiment de temps de repos. J'ai toujours mis ces temps de pause un petit peu au profit de vraiment pour optimiser la réussite de mes échéances. Et encore aujourd'hui, je suis encore dans cette perspective là maintenant cinéma, à essayer d'apprendre tout moment et j'arrive pas à m'établir des repos. Je travaille avec ma collaboratrice qui, elle, m'impose des repos. Mais même quand elle me les impose, en fait, je suis posé. Je cogite. Mais c'est du temps perdu, là, c'est du temps perdu. Et je me suis même, pour te dire clairement, hein, un matin, je me suis réveillé, mes enfants se sont levés, je les ai vus au petit déjeuner, et je leur ai dit, les gars, ils ont 14 et 16 ans. Enfin, bientôt 15 et 16 ans. Et j'ai dit, les gars, je paierai pour que vous remontiez dans votre chambre, que vous redescendiez et que vous ayez 5 ans de moins, parce qu'en fait, j'ai rien vu passer. Donc, si j'avais un pouvoir, ce serait d'arrêter le temps. Ça avance une question que j'avais prévue bien après. Au GIGN, quand on a une vie de famille, c'est un frein? Je dirais pas que c'est un frein. Non, c'est un paramètre à prendre en compte. On a une vie de famille, ça n'empêche pas d'être un opérationnel, engagé, prêt à risquer sa vie, voilà, au bénéfice d'une cause, d'un enjeu. Mais le fait d'avoir une vie de famille responsabilise et fait peut-être prendre un petit peu de recul sur les choses. Et le risque, il reste, on le calcule, mais peut-être que là, on va calculer un petit peu plus, voilà, parce qu'on n'est pas tout seul. On engage sa famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on rentre au GIGN, on y rentre individuellement, mais aussi on engage toute sa famille. Parce que la vie, il y a beaucoup de contraintes, la vie est très compliquée. C'est très difficile de dissocier le quotidien du GIGN et quand on rentre à la maison, la vie de famille. Il y a quand même on amène toujours ce stress, je peux même aller plus loin, même une certaine forme de syndrome post-traumatique. Il ne faut pas se leurrer. On vit des choses assez exceptionnelles, assez dures. On est confronté à la misère humaine. Et quand on rentre au GIGN, pour rentrer au GIGN, il faut être sensible. Il faut avoir un désir d'arranger un peu l'humanité, de vouloir contribuer à stopper je ne vais pas dire les forces du mal, parce que on n'est pas dans un film, hein. On n'est pas dans un Marvel, mais voilà, tout ce qu'il y a de plus mauvais en fait dans l'humanité, essayer de faire rempart et de protéger la population. Et je pense qu'il faut, pour avoir cet engagement, il faut avoir cette sensibilité-là. Et effectivement, on est impacté quand même. Tu le fais pour tes enfants, quoi, d'une manière... Oui, on le fait pour mes enfants, pour les générations futures. Moi, j'étais extrêmement touché par le terrorisme en 2015, non seulement parce qu'on a agi contre ce terrorisme-là, mais en même temps, pour avoir été dans pas mal de pays dans le monde qui étaient en guerre, je me suis dit, mais j'ai passé des années à combattre ça à l'étranger et essayer de préserver ça, et ça arrive en France. Et quelque part, j'ai quitté le GIGN, et en fait, il n'y a pas moins d'actes de délinquance ou de criminalité que quand je suis rentré, quoi. C'est-à-dire, j'ai travaillé, mais voilà, le taux de criminalité, il est pratiquement le même, voire peut-être même supérieur au moment où je suis rentré. Donc ça, c'est un peu frustrant, mais en même temps, voilà, on n'est pas Superman. Voilà. On rentre dans une collectivité, on fait ce qu'on peut. Tu as dit le mot combattre. Je trouve ce qui est intéressant dans ton livre, c'est que j'ai l'impression que toute ta vie, c'est un combat. Ça commence depuis ta jeunesse. Donc tu l'avais dit au tout début, en introduction, tu as vécu le harcèlement. Et avec ton père, vous aviez une relation assez particulière. Ton père était professeur, c'est bien ça, et il refusait que tu te laisses faire. Du coup, il t'a entraîné. Arrive au lycée, là j'avais rigolé dans le livre un peu, il y a deux bagarres. La première, c'est quand tu rentres en seconde, et il y a un jeune qui s'appelle Morisseau. Ouais. Et ton père est le professeur? C'est un élève de mon père. En fait, voilà, j'arrive dans le lycée et c'est vrai qu'à chaque fois, quand j'arrivais dans une nouvelle école, je suscitais la curiosité. J'avais un physique peut-être un peu atypique, une façon de m'habiller un petit peu. J'étais un peu en marge, mais on se cherche quand on est adolescent, hein.
Et j'avais, ça va être difficile à imaginer pour vous, mais j'avais des cheveux. J'avais des cheveux et j'avais un gros volume, voilà, et j'avais des cheveux très bouclés. Et ce qui fait que ça me donnait peut-être une tête et un sourire un peu niais avec des boutons sur le visage et tout, mais comme beaucoup d'adolescents, hein. Et certains, ça allait pousser un peu à se moquer. Mais moi, je faisais beaucoup de sports de combat. Mhm. Et quelque part, c'est pas que j'allais titiller, mais quand je remarquais que certains avaient envie de tester un peu, j'ai dit viens. Clac, je prenais Ouais, un peu comme une plante carnivore. Et c'est vrai que Morisseau, avec ses quelques camarades, était venu vers moi et m'ont dit ouais, ton père est prof, c'est un con. Je fais commencer à insulter un peu mon père, donc la moutarde me monte un peu au nez. Il me propose de sortir du lycée et de se battre. Je lui dis écoute, je dis là, j'aurai pas le temps ce soir. Je dis mais je te propose demain matin à la récréation de 10h, on se donne rendez-vous sur le parking et je serai là. Putain. Et le lendemain, donc alors là, le soir, pour la faire, je prends les poids de 2 kilos, les haltères, tout ce que j'avais. J'étais là le soir, je mettais la musique de Rocky et tout, je commençais. Ah mais je me monte, Ouais. je dis mais je vais les exploser, enfin je vais l'exploser et ses potes aussi s'ils veulent en découdre. Et on s'est retrouvés donc le matin à 6, enfin ils étaient 6, moi j'étais tout seul. Et on est sorti et là, en fait, dans ma tête, j'étais un mélange de Jean-Claude Van Damme, de Sylvester Stallone et tout, motivé comme jamais. Mais j'avais cette habitude des sports de combat et de la rencontre. Donc j'attendais que ça, en fait. Et là on commence à se battre sur le parking. Il y a des surveillants qui viennent, qui nous arrêtent. Et là, les gars, ils disent, bon, c'est bon. Lui, il avait quand même commencé à prendre quelques coups, quoi. Donc il dit, non, mais c'est bon, on va arrêter. Je dis, non, on n'a pas fini. Je dis, je connais un terrain vague. Et on est allé, en fait, sur un terrain vague. Toujours plus. Ah ouais, toujours plus. Il y avait à 100-200 mètres. Donc on y est allé, tranquille, hein, tout seul. Les autres, ils me disent, ouais, ils me disent, t'as pas peur? Je dis, non, moi, je suis super motivé. Et je dis, si vous voulez participer, il n'y a aucun souci. Mais j'étais nos limites. Et en fait, c'est ce qui a souvent fait qu'il y a des fois, je ne me suis même pas battu parce que tellement j'étais déterminé que les mecs en face ont dit, mais il est taré, le mec. Donc, il faisait retrait du percuteur et c'était pas plus mal. Mais là, en l'occurrence, on y est allé. Et là, j'ai mis une bonne droite. Il est tombé KO. Et en fait, j'ai fait un truc qu'il ne faut absolument pas faire, que j'aurais pu regretter même toute ma vie. J'ai voulu donner une leçon avec une image très forte. Donc il était au sol, et là j'en suis absolument pas fier, hein. Je le raconte, c'est vraiment pour le partage. Il faut absolument bien comprendre que dans mon partage, il n'y a pas de vantardise ou de quoi que ce soit, c'est vraiment pour prendre conscience que là, ce jour-là, j'aurais pu faire basculer ma vie et j'aurais pu ne pas être là aujourd'hui, mais être en prison ou voilà, ou dans d'autres circonstances, enfin, quelque chose de beaucoup plus dark, quoi. Et en fait, je voyais que ses camarades étaient complètement choqués déjà du chaos qu'il avait pris. Et je dis, regardez la leçon que je vais vous donner. Je dis, moi ou ma famille, on ne la touche pas. Je dis, on ne me fait pas chier. Et là, en fait, je prends de l'élan et je lui mets un coup de pied dans la tête. J'ai shooté comme dans un ballon pour leur montrer que vraiment, j'avais aucune limite et que j'étais prêt même à tuer, quoi. Et bon, j'avais des TBS, heureusement, quelque part. C'était des chaussures bateau qui n'étaient pas très dures. Très, très dangereux. Mais Vraiment. c'est extrêmement dangereux. Et ce que j'ai fait ensuite, je suis allé frapper à la porte de la salle où était mon père. Et je rentre, donc j'avais le t-shirt un peu arraché avec du sang dessus. Et je lui dis, papa, juste, j'interromps ton cours juste pour te dire que c'est bon, je me suis chargé du cas Morisseau, et ce sang-là n'est pas le mien. Et là, mon père, il dit, tu surveilles la classe. Il dit, mais qu'est-ce que t'as foutu? Et je lui dis, voilà, il est venu me voir, je l'ai cartonné. Il dit, où? Je l'ai dans un terrain vague. Et comment il est? J'y ai, la dernière fois, il était couché. Et voilà, je l'ai mis KO. Ils sont allés le chercher. Bon, Dieu merci. Et là, je dis vraiment. Ouais, sur le coup, tu te rends pas compte. Mais bien sûr, t'étais fier. oui, non, mais c'était de l'inconscience. C'est de l'inconscience pure. Et donc, il était KO, mais ça allait relativement bien, aussi bien que ça pouvait aller dans les circonstances. Et je n'ai pas été embêté. Donc, le proviseur a quand même relevé le truc. Il a dit à mon père, il dit, je pense que là, il faudra quand même le surveiller, parce qu'il a quand même une tendance à la violence qui est quand même un peu particulière. Et il dit, il faut le surveiller. Et un an après... Là, ça a fait être préjudiciable pour toi et ton père. Ah oui, là, oui. Parce que c'est passé à la télé. C'est passé à la télévision parce qu'on était en plein dans une période où il y avait beaucoup de violence dans les lycées. Notamment, il y avait beaucoup de coups de couteau ou de choses comme ça. Et c'est vrai que cette violence a été citée
au sein de tout un tas de violences dans les lycées. Et c'était passé, oui, dans les journaux. Et là, ouais, ça avait été plus loin. En fait, c'était une dizaine de lycéens, De BTS, de ouais, BTS, qui me prenaient à partie, mais ça a duré des mois. Et en fait, ils se moquaient de moi, mais toujours à distance. Il y avait une grande verrière et on était au premier étage, donc on n'était pas forcément accessible comme ça. Et toutes les semaines et régulièrement, ils se moquaient de moi. Donc je me faisais insulter. Donc je disais rien parce qu'il y avait cet antécédent de bagarre et je savais qu'il ne fallait pas que voilà, je surenchérisse. Mais ça commençait à devenir très pénible. Et au bout d'un moment, on s'est retrouvés donc dans le réfectoire. Et là, moi, j'étais avec deux camarades, Ben et Fred. Et là, en fait, on est assis, on est en train de manger. C'est un lycée de 2200 élèves. Donc, dans le réfectoire, il y avait peut-être 700 élèves à peu près, quoi. Donc, ça représente quand même beaucoup de monde. Et là, en fait, je les vois arriver, ils étaient une dizaine, ils s'installent. Et je sais pas, je sens que il va se passer un truc. Et je suis prêt en même temps, hein. Et j'en ai marre à me titiller comme ça. Et là, je voulais vraiment mettre un terme. Et je voulais toujours faire les choses côté, ça c'est le côté acteur, le mauvais côté acteur, le Joker, hein. C'est que je voulais théâtraliser un peu la scène de combat et montrer la leçon. Que moi, on ne me cherche pas. Et si on me cherche, je suis sans limite. Donc tu vas regretter. Et là, ils arrivent et ils disent, on ne va pas manger en face de cette gueule de con en parlant de moi. Donc je me suis levé, très zen. Je fais le tour donc de la table et je vais les voir et je dis, vous pouvez répéter ce que vous avez dit? Il dit, ouais, vas-y, dégage, on ne va pas bouffer en face de ta gueule, là, sinon je vais gerber, machin. Enfin, voilà les termes. Et là, je dis, vous allez vous excuser. J'avais 17 ans. Lui en avait 23. Ouais, mais c'est pas Mathieu qui me provoque le plus, c'est ses camarades. Et il le pousse un peu parce que Mathieu fait des sports de combat. Et je l'ai retrouvé, on s'est retrouvé sur Facebook et on a eu une discussion. Ah ouais, Il n'y a pas tellement longtemps, grâce au livre, grâce à tout ça. Et il m'a dit, j'ai pris une leçon, on y reviendra, mais j'étais super ému du message qu'il m'a écrit. Parce qu'en fait, ça lui a apporté beaucoup dans la vie, cette bagarre-là, et à moi aussi quelque part. Donc ça a été un mal pour un bien. Et en fait, lui s'est levé parce qu'il a été motivé par tous ses camarades. Vas-y, mets-lui le compte et tout ça. Et en fait, il se lève et il me prend à la gorge et il va pour me faire rasseoir, quoi. Et là, c'était très humiliant. Ouais, donc tous les élèves qui regardent. Ouais. Et là, je lui dis, relâche-moi parce que tu vas vraiment regretter. Il faut savoir qu'à l'époque, je préparais les championnats de France en full contact. Donc tous les jours, en fait, pour moi, le sac, c'était une poupée de chiffon, quoi. Et là, il était en train de se transformer en sac de frappe là, face à moi. Et d'un bras, je lui ai fait perdre l'équilibre. On a fait un 180 parce que derrière moi, il y avait une vitre. Et là, je lui ai mis une droite. Il passe au travers de la vitre. Je le relève comme ça pour lui mettre des coups. Et en fait, en le relevant, la vitre était en biseau et ça le scalpe. Et ça lui enlève à peu près ça hein, sur le... Ouais. Donc il avait les cheveux longs, je me retrouve avec le scalp dans les mains. Hein. Donc c'est très extrêmement violent, ouais. Ça pisse le sang. Et je continue en fait. Et je m'acharne. Et je frappe, et je frappe, et je frappe. Et là, c'est mon père en fait qui mangeait au réfectoire, qui se lève, parce que personne ne pouvait m'arrêter. Et puis les gens étaient tellement choqués. Ouais, il y a des gens qui sont tombés dans les pommes. Lui, il tombe. Et moi, en fait, c'est mon père qui me met la main sur l'épaule et qui me dit arrête, arrête, arrête. Et là, j'ai le scalp dans les mains, je me retourne vers tout le monde. J'ai du sang plein sur le visage, j'en ai plein de t-shirts et j'ai cette main, je l'aurais trempé dans un seau, c'était pareil. Et là, mon père, il me dit là, t'as été trop loin. Là. Ouais. Et on récupère donc Mathieu, qui a été extrêmement courageux. Là, il a compris qu'il avait fait une erreur. Et il le dit après. Hein. Il est à l'hôpital, mes parents vont le voir le soir. Et il dit, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur à partir du moment où dans ses yeux, j'ai vu qu'il n'y avait aucune pitié et énormément de détermination. Et là, ce que je peux dire, c'est que tous ceux qui harcèlent des jeunes sous prétexte qu'ils sont en marge, qu'ils ont un style, qui n'est pas le leur, qu'ils sont différents, faites attention parce qu'en fait, on ne sait pas qui est qui. Et parfois, il peut y avoir, à force de prendre des petits coups de cure-dent, en fait, à un moment donné, ce n'est pas un cure-dent que la personne qui a agressé va sortir, mais c'est un couteau. Et on le voit trop, en fait. Souvent, c'est la colère qui parle. Et c'est la déraison. À force de titiller, la personne peut se retrouver vraiment complètement dans un état complètement second et faire des choses qui sont extrêmement regrettables. Et la personne qui agresse, elle est dans son quotidien, voilà, et ne se rend pas compte qu'à un moment donné, elle va basculer
du côté très sombre de la personne qu'elle agresse et qu'en fait, on va l'emmener dans un univers qui est extrêmement mauvais et qui peut conduire à des conséquences extrêmement Ouais. graves. Là, Donc, c'était on en fou. a parlé, lui et moi, et lui, en fait, s'est retrouvé. Moi, je ne l'ai pas su parce qu'après, je ne devais pas l'approcher. J'avais interdiction de même de manger au réfectoire, donc je mangeais seul tous les midis après pendant 1 an et demi. Je n'avais pas le droit d'aller dans la cour de récréation. Alors là, les profs et le proviseur ont très très mal géré d'un point de vue psychologique. Parce qu'en fait, on m'a mis en marge, donc je n'avais pas le droit de côtoyer les autres. Entre les cours, en fait, à la récréation, le professeur savait que la brute arrivait. Il m'ouvrait la salle de classe et je rentrais et j'attendais pendant la récréation Comme un lion en tout cage, seul. en fait. Ouais, Ah ouais, j'attendais. Et après, les autres rejoignaient et ça a été ça pendant 1 an et demi. Tu le vis comment ça, du coup, à Je l'ai 17 ans? très très mal vécu et en fait, ça a failli. Et bien là, quand je parlais du Joker, je pense qu'à un moment donné, on est à ça d'un basculement. Ouais, du mauvais côté. Moi qui étais un élève plutôt sympathique, gentil, par cet environnement qui m'était hostile, à un moment donné, je me dis, mais vous voulez vraiment me mettre en marge, mais si je veux, si vous pensez que je suis à l'apothéose de la violence, je vais vous en montrer, moi, de la violence. Et ça a été... j'étais en résistance. Et heureusement que j'ai eu un environnement proche assez favorable. J'ai mes parents qui ont essayé de gérer donc à la Oui, tu n'as maison. pas été, J'ai eu pas été des viré. amis, mais beaucoup de gens, les 2200 élèves m'ont tourné le dos. J'avais quelques amis qui étaient là et ça a été extrêmement compliqué. Donc moi je pense qu'il faut accompagner, il faut essayer de... Avant de juger, il faut aller chercher le renseignement, il faut s'interroger, il faut essayer de comprendre, même si on ne comprend pas tout, mais du moins essayer, et essayer d'accompagner pour une amélioration et ne pas stigmatiser et enfoncer. Parce que sinon, on peut créer un être assez maléfique, quoi. Donc Ah, c'est j'ai dingue. eu de la chance parce Ouais, que beaucoup de chance. Parce que même pas viré. Enfin, après, j'ai tu été avais viré trouvé une 3 parade jours. avec J'ai trouvé la parade je avec devais être l'hôtel. viré, mais j'ai trouvé les Ouais. vitres n'étaient pas aux normes de sécurité. Et j'ai menacé que si on m'expulsait définitivement, j'aurais déposé plainte contre le lycée. Puis, Parce que les bon. vitres n'étaient pas aux normes de sécurité. Mais ça, faut être malin. Ouais, c'est ça qui me Voilà. fait. Enfin, Mais dans le livre, de toute façon, tout ça, c'est bien ça, c'est expliqué. l'histoire de ma vie, ça. Après le, après le bac, du coup, bon, il y a eu des petites histoires. Là aussi, tu avais failli sombrer. Tu intègres la gendarmerie et les parachutistes. C'est ça? Ouais. Il y a une histoire que j'ai beaucoup aimée avec les parachutistes. C'est quand tu es en binôme avec Bédus. Pédus. Son prénom, c'était Nicolas. Nicolas, voilà. Et l'histoire est Ah, bah folle. alors, Nicolas, en fait, je me retrouve, j'ai 19 ans. Mhm. Je suis au premier régiment de chasseurs parachutistes, qui est un régiment, il était à Souges à l'époque, c'était un camp semi-disciplinaire. Et faire son service, moi j'étais de 1978 et en fait on était à 1 an ça y est, le service allait se stopper et c'était terminé, quoi. C'était après on passait dans la catégorie JAPD et tout ça, ce que tu as dû connaître. Et en fait, ce régiment-là était connu parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui sortaient de prison, pour certains, et qui faisaient leur service militaire. Et moi, dans ma compagnie, il y avait des mecs, il y avait des délinquants qui avaient un gros passif judiciaire et tout ça. Il y avait des trafiquants, enfin, des petits dealers. C'était pas de la grosse criminalité, mais il y avait quand même des gens qui étaient assez durs. Donc moi, je me suis retrouvé dans un élément où, pareil, encore, il a fallu prouver qui j'étais. Mais à ce moment-là, j'avais le crâne rasé, je faisais 80 kilos. Enfin, j'étais pas le petit jeune du lycée en première avec les cheveux à 70 kilos. J'étais un peu plus massif. Donc on me respectait pour ça. Et puis quand on a fait le stage, j'ai fait le stage, donc c'était le peloton d'élèves sous-officiers pour passer sergent. Donc on se retrouve tous les potentiellement futurs sergents donc dans un stage et tous mis en concurrence. Au final, on sait qu'il y a un classement pour obtenir ce grade de sergent. Donc c'est le peloton d'élèves sous-officiers. Et on se regarde, on se toise un petit peu. Et puis moi, dans ma chambre, en voisin de lit, il y a Nicolas Bédus. Nicolas. Et alors je lui cite son nom et tout, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui... je me suis moqué. Mhm. Donc je n'ai pas été plus fin que ceux qui se moquaient de moi. Je le vois et on se pose tous des questions dans la chambre. Je dis, toi, tu viens de quel régiment 8e RPIMA, moi 1er RPIMA, ok, régiment de troupes aéroportées. Le gars, il vient d'une compagnie de combat. Et je le regarde et je dis, et toi, tu viens d'où? Il me dit, moi, je viens de la fanfare. Puis il a une façon il a ses lunettes. Il dit, voilà, moi, c'est Mac Lesguy, en fait.
Physiquement, c'est un peu Mac Lesguy à 19 ans, 20 ans, quoi. Donc, un peu frais. Alors, quand il y a rien contre Mac Lesguy, mais plutôt côté intello. Hmm. Et il me dit, bah, moi, voilà, je viens de la fanfare. Et j'ai dit, tu portes le treillis, toi? Et le treillis, c'est une tenue de combat. J'ai dit, pourquoi t'es pas en costume de musicien, quoi? Je veux dire, queue de pie et tout ça, quoi. Et il me dit, non, non, parce qu'en fait, ouais. Et en fait, il m'énervait dans ce... Je dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ouais. Et là, je vais voir on a des entretiens avec le commandant de peloton, et puis on discute un peu, et il crée les binômes. Et il me dit, bon, bah voilà, vous allez être avec l'ami Bédus en binôme. Ça Et promet. voilà, pendant le mois, bah, vous serez avec lui. Et puis, bah, moi, je vise major de promo, quoi. Hmm. Et major de promo avec Bédus, c'est impossible. Donc, je rentre dans la chambre. Et à un moment donné, il me dit, bah, j'ai la surprise. J'ai appris qu'on allait être binômé. Je suis super content. Je le regarde et je dis, ah, t'es sérieux, toi, t'es content de ça? Et je dis, bah, moi, ça me fait chier. Et je dis, parce que moi, je vise major de promo, donc tu vas te bouger le cul. Et en fait, le soir, en fait, on se couche. Une des rares nuits qu'on a fait dans la chambre, c'est des chambrées de 10-12. Hmm. Et le soir, moi, je commence à m'endormir et j'entends. Et l'autre, il faisait des pompes. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Ah, il dit, non, je me prépare, là, je suis déterminé. Ah non, on va l'avoir, cette première place. Je me moque. J'y vais donc te coucher, c'est bon, c'est trop tard. Pour l'entraînement, c'est trop tard. Et en fait, tout au long du mois, en fait, il avait une marge de progression qui était. Moi, c'était. Je ne vais pas dire, moi j'étais préparé. Hmm. La place de premier, c'était pas. Dans mes performances sportives, j'étais au niveau pour viser cette place de premier. Donc, j'ai pas eu un gros effort en fait à fournir. Mais lui, il a fourni un effort, mais qui était monumental. Et en fait, il l'a fait. Je l'ai vu vomir. Il faisait des tractions. Comme on était binômés, parfois j'en faisais un peu plus pour que le nombre entre lui et moi. Mais moi, je m'arrêtais voilà, à un certain seuil de fatigue. Mais lui, il allait encore au-delà. Et après, il arrêtait, il allait vomir. Et j'ai dit, ça va, Nico? Puis à un moment donné, je pouvais qu'avoir de l'admiration pour lui. On faisait des marches, il n'en pouvait plus, il enlevait ses rangers, je regardais ses pieds. Ouais, j'ai dit, Nico, putain, je vais te porter là, c'est pas possible, c'est quoi tes pieds? Il me dit, non, 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 non. Et en fait, à la fin, je me retrouve donc major de promo. Et lui, il lui donne pas le grade. Je suis extrêmement déçu. Donc, je suis fier d'être major de Et puis, promo. Mais je me dis, putain, mais en fait, le mérite, il lui revient à lui, quoi. Et je lui dis, j'ai énormément d'admiration parce qu'en fait, il y a des gens qui ne sont pas nés un peu avec ce truc de lion, quoi, cette force. Moi, j'ai eu de la chance quelque part, génétiquement, j'ai eu des facilités, Et lui, en fait, peut-être un petit peu moins, mais il a rattrapé, en fait, ouais, la volonté. par le travail, la détermination. Et j'ai été, et encore aujourd'hui, je suis très admiratif de personnes comme ça. Et là, en fait, je me dis, bah, j'ai encore pris une leçon, c'est-à-dire de jamais regarder quelqu'un Hmm. en disant, bah, ouais, t'es pas au Ouais. niveau. C'est qu'en fait, derrière, on ne sait pas ce que la personne va mettre en branle pour atteindre un objectif. Et lui, il l'a fait, quoi. Ouais, oui, l'histoire Donc, est vraiment incroyable. ah ouais, ouais, moi, Elle est folle. Et il y en a plein de Nicolas Bédus, il y en a Il y plus en a qu'on plein. croit. Mais oui. Et il faut les encourager parce que franchement, ouais, non, il m'a Hmm. impressionné. Pour intégrer le GIGN, il y a les fameux tests de GIGN. C'est ce qui suscite aussi beaucoup l'intérêt. On a vu, il y a une vidéo qui est sortie d'ailleurs sur la dernière épreuve qu'on va en parler après. Oui. Les tests du GIGN, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans le sens où les épreuves sont variées. On s'attend à énormément d'épreuves physiques, mais la toute première épreuve, c'est une épreuve de culture générale. Ouais. Et après, oui, il y a énormément d'épreuves. Il y a de la marche, il y a des tractions, de l'obstacle. Et toi, à un moment, tu butes sur une épreuve, et il pleut, c'est un obstacle, tu dois aller C'est ce monter qu'on sur appelle, l'obstacle. ouais, c'est une 4 brins. En fait, donc oui, pour revenir un petit peu sur les épreuves, sur la semaine de test, on a les sélections se font en deux parties. Il y a une semaine de test, on est évalué un peu sur nos connaissances générales, sur notre vision un peu des choses et tout ça, savoir si on a le bon profil psychologique et tout ça, et physique. Donc on est testé vraiment un peu comme des Formule 1 où là on est dans la performance. Et puis ensuite, il y a 2 à 3 mois de stage, qu'on appelle le pré-stage, où là on est évalué sur la durée, où là on nous prive de sommeil, on enchaîne les activités très très rustiques, les marches, tout un tas de parcours et tout ça. On est dans la nature, donc on est confronté à la nature, donc le froid, ça peut être le froid, la chaleur, tout un tas de choses qui sont assez dures à vivre. Et quand on réussit ça, ensuite on a un an de formation.
Et moi, j'étais sur la semaine de test, où là, on est dans la performance et on a un parcours qui est, enfin, qu'on appelle vulgairement le parcours bras, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'épreuves de franchissement. Donc, échelle spéléo, c'est les échelles métalliques très, très étroites. Donc, c'est très technique en fait. Soit on passe toutes ces épreuves avec une capacité technique, et ce qui fait qu'on on ne fatigue pas trop ses muscles, ou alors on est un bourrin, comme moi je l'étais, on n'a pas un gros bagage technique et on passe tout en force. Ouais. Et moi en fait je passe tout en force. Voilà, je fais confiance à mes bras, j'y vais. Et je passe dernier. C'est-à-dire que, alors c'est pas pour dire j'ai eu plus de mal que les autres, mais en fait les conditions météorologiques dans toute épreuve en extérieur comptent, bien évidemment. Donc tous les camarades passent et à ce moment-là, je suis plutôt bien classé. On est en fin de semaine, on doit être le jeudi. Donc je sais que voilà, ça se termine le vendredi, il y en a beaucoup, il y en a pratiquement 70% qui sont déjà partis. Et là, on est dans les derniers, quoi. Et en fait, les gars enchaînent donc ce parcours bras. Et donc moi, j'ai pas visuel sur ce qu'ils font, s'ils réussissent ou pas. Et les gars, en fait, terminent leur truc et ils se retrouvent dans un bus. Et moi, je suis le dernier à passer. Et au moment où je pars, la pluie tombe. Et là, je fais une corde mouillée, un mur trempé, ça ne se monte pas comme un mur sec ou une corde qui est sèche, quoi. Et j'arrive à la dernière épreuve, qui est une espèce de fosse, et il y a un grand mur face à moi. Et là, il y a 4 cordes. Alors, c'est des cordes qui font 10 mm de diamètre, qui sont pleines de boue, de terre, voilà, parce que tous les autres sont passés, et le mur, il est plein de boue, quoi. Et je commence à monter, et là, je sens la tendinite, quoi. Donc, là, les bras, donc je monte une première fois, j'essaie d'accrocher, et en fait, j'ai pas assez de force pour pouvoir me tirer, et je tombe. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand on est stoppé comme ça, parce qu'on a des tendinites ou on tétanise, normalement, il faut un temps de repos qui va être de 3 à 4 minutes pour pouvoir se régénérer un peu. Mais là, le parcours, il est chrono, quoi. Donc, je repars aussitôt, je fais échec, échec, échec. Et là, il y a un des instructeurs qui me regarde, il me dit, écoute, tu sais quoi, si tu ne le montes pas, tu vas retourner bouffer des sandwichs, qui me dit, dans ton bus en maintien de l'ordre. Et là, je me dis, mais s'il y a des dieux, Zeus, tous les dieux des Vikings, où êtes-vous? C'est maintenant qu'il faut me donner la force. Et je ne sais pas d'où vient cette... Mais là, en fait, il y a une détermination qui vient en moi, et je dis, c'est pas possible, c'est... Non. Et là, je vois, c'est Marignane, c'est pas tas de choses, c'est les Stallone, alors on va chercher ce qu'on peut. Hein. Mais là, hors de question que... Donc là, je pense plus à mes bras. En fait, c'est des vérins, ça devient... Là, je tombe dans autre chose qui est vraiment de l'imagerie mentale. Là, je me projette. Là, je suis Hulk. Et là, en fait, j'ai plus mal. Je sors de mon corps. Et là, moi, je vais diriger mon corps comme ça. Et là, c'est Hulk que je vais diriger. Il va faire n'importe quoi. Et je prends la corde. Et là, il y a une force physique qui est... je suis décuplé. Et je bouffe le mur. Et je sors et je regarde. Je dis non, j'irai pas bouffer des sandwichs. Incroyable. Et je retourne dans le truc. Et je me dis après, mais d'où c'est venu ça? C'est de l'instinct de survie. Moi-même, je suis waouh. Putain, s'il suffit. Et en fait, oui. Et là, c'est tout l'objet de ce que je partage dans le livre Féral. C'est l'état féral. C'est de réussir à un moment donné, quand on a une échéance, qui peut être aussi bien physique que mentale, hein, comme pour préparer un entretien. Préparer un entretien, on va être stressé. À un moment donné, c'est être en capacité de se dire, mais c'est fait pour moi. Je suis fait pour ça. Je suis la personne qu'il faut. Et s'arriver à se convaincre et se piloter, en fait, se mettre en pilotage presque automatique et laisser faire les choses, mais avec conviction, détermination. Ne pas rentrer dans l'excès de confiance, parce que l'état féral, voilà, c'est attention, c'est quelque chose qui est très maîtrisé. On sait ce qu'on est et on prend toute la mesure de ses capacités, mais au maximum. Il faut connaître son corps. Quand on est en état de stress, que ce soit physique, avant de monter sur un ring, ou même technique, on perd 60 à 70% de ses capacités. Hein, les stress, on va avoir les jambes en coton et tout ça. Et en fait, l'état féral, c'est réussir à récupérer sur ces 60 ou 70% qu'on a perdus, dû au stress, dû au doute, c'est réussir à grappiller et à les retrouver en maîtrisant cette part de doute qui nous perturbe et tout. C'est reprendre le contrôle, en fait, de la bête qui est en nous et c'est la projeter. Et là, c'est ce que j'ai réussi à faire sur cette épreuve-là. Alors, je ne le maîtrisais pas et j'ai appris, en fait, à le maîtriser. Et c'est maintenant que je partage, voilà, je partage. Et ça se fait, même
Peut-être que pour venir ici, me présenter face à vous, face aux caméras, c'est pas anodin. C'est pas anodin parce que je sais qu'il y a peut-être des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des millions, je vous le souhaite, J'espère. enfin, je vous le souhaite, qui vont voir Toi cette aussi. vidéo. On est quand même mis sur une estrade, mis un peu à nu, et faut pas dire n'importe quoi. Donc il y a quand même un stress. En fait, ça va être pareil. Je vais me mettre dans cet état et je vais dire, vas-y, libère-toi de tous ces doutes que tu peux avoir, lance-toi, sois authentique, sois nature. Moi, c'est là ce que je vais chercher. Et là, on peut le retrouver pour une épreuve physique ou quelque chose de mental. Voilà. Et il y a une dernière épreuve, la fameuse, c'est le coxage. Mhm. Donc, est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est et toi, comment tu l'as vécu ton coxage? Alors le coxage, c'est une épreuve qui est assez redoutée, où en fait on va mettre les jeunes recrues dans une situation disons ils vont être dans un état, enfin on va simuler voilà, une mission à l'étranger. Et ils sont dans un pays hostile et ils vont se faire interpeller par l'ennemi. Donc ils vont être capturés et pendant cette capture, ils vont être interrogés. Donc, on est soumis à tout un tas de choses qui ne sont... C'est pas de la torture, hein, parce que personne ne résiste à la torture. C'est très compliqué, en fait. Hein. On peut résister, on peut passer comme ça, on peut faire l'anguille sur une torture, mais à un moment donné, on sait que l'issue elle peut être fatale. Mais là, en fait, on va noyer un peu la personne. On va la mettre, on va lui faire perdre ses repères en lui mettant un sac en toile de jute sur la tête. On va lui priver de sa vue. On va lui mettre de la musique très forte pour plus qu'il ait de repères au niveau sonore, au niveau visuel. Et on va l'attacher pieds-poings liés. Et ça va durer pendant des heures. Ça peut être dans le froid. On va être bousculé. On va nous mettre quelques coups. Et en fait, c'est une épreuve qui va durer, qui a duré 17 heures. Donc le but de ça, en fait, c'est de faire... Alors, c'est pas de faire craquer, parce qu'on n'est pas là pour faire craquer, parce que tout le monde craque, en fait. Mais c'est de voir comment la personne, comment le pré-stagiaire va se comporter face à cette adversité, quoi, à cette confrontation. Comment il va trouver un subterfuge pour ne rien dire sur lui, sur son unité, sur la mission qui est en cours et tout ça. Et en fait, ça écrème énormément. Et moi, quand je me retrouve quand on me met le sac en toile de jute sur la tête, je fais yes. On y est parce que là, je vais pouvoir C'est la montrer que moi, ma détermination, elle est bien plus que tous les autres. Mais moi, il faut savoir que quand on présente les tests GIGN, c'est un concours. C'est les Faut être meilleurs au-dessus. qui sont pris. Et le niveau, il est haut. Tous les mecs qui sont arrivés à ce stade-là du coxage, c'est des mecs qui ont passé des années à s'entraîner, qui sont des bêtes féroces en traction, pompe, sport de combat et tout. Et là, en fait, on est séparés. Et là, en fait, c'est chacun pour soi face aux instructeurs. Et les instructeurs qui vont titiller au maximum. Donc, on nous a pendus par les pieds. Ils avaient rempli des... Bon, ça, je les suis après, hein, parce qu'après, j'ai fait partie des boxeurs. Tu l'as fait subir après. Bah oui, après. Et en fait, ils avaient rempli donc, des poubelles, ils avaient rempli d'eau. Et en fait, ils nous simulaient une noyade. Hein, ils nous mettaient avec une poulie donc, dans l'eau. Ils nous tiraient, on prenait des coups. Comme je disais au QG, j'avais le goût du sang dans la bouche. Hein, C'est preuve qu'on prenait quand même quelques coups. Et ça dure, ça, pendant 17 heures. Voilà. Et c'est tout un tas de choses. Des positions qui sont très... on n'est pas à l'aise, enfin, on a mal, on a des crampés. Il y a plein de choses qui sont très dures à supporter. Et moi, je jubilais, quoi. Je dis, mais là, les gars, avant que je craque, vous allez vous fatiguer. Et je m'entretenais mentalement dans un scénario où tout ce qui m'arrivait, en fait, je jouais, quoi. Je jouais. Et certains, en fait, à un moment donné, disent, mais là, c'est plus un jeu, là, j'ai trop froid, je supporte plus, stop. Et ils demandent à arrêter. Alors, ceux qui foirent, enfin, qui demandent à arrêter ne sont pas forcément exclus, mais c'est du cas par cas. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont craquer très vite, et alors là, là c'est terminé. Et il y en a qui vont craquer parce qu'à un moment donné, ça peut se comprendre. Voilà, on peut comprendre et tout le monde craque à un moment donné si on veut vraiment faire craquer. Et j'avais même dit, et c'est véridique, alors là ça peut choquer beaucoup de monde, mais si on m'avait demandé de me couper un doigt pour intégrer le GIGN, comme si j'avais été un samouraï, voilà, quand ils font une erreur ou machin, j'étais prêt à le faire. Pour montrer, en fait, c'est vraiment pour montrer que ma détermination à intégrer le GIGN.
Pendant toute ta carrière au GIGN, tu as eu plusieurs missions. Tu les racontes tous dans ton livre. Pas toutes. Pas toutes. Non, bah Il non, y en a top secret. on peut pas. Bah, déjà, dans le livre, il y en a plein. J'en ai noté quelques-unes que j'ai trouvées super intéressantes. L'une de tes premières missions, il me semble, c'est le 9 mars 2006 à Sablé-sur-Sarthe. C'est ça. Ouais. Tu interviens pour une prise d'otage Mhm. dans le lycée. Si tu veux bien nous le raconter. Alors en fait, pour retracer même un petit peu avant, on était au stand de tir fusil. On passait l'après-midi avec les camarades et on se disait, oh là là, ça bip pas. Alors non pas, on ne souhaite pas l'apocalypse en France, bien sûr, mais le GIGN a quand même, on Ouais. reste des loups, quoi. On a Un peu envie d'action. d'intervenir, voilà. Et on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on s'emmerde et tout, il se passe rien. Et là, ça bip, alerte 1. On rentre à Satori et là on nous fait un briefing très rapide et on prend les hélicos et on part à Sablé-sur-Sarthe. Et en fait, on apprend prise d'otage c'est dans un collège ou un lycée. Un ancien professeur qui a pris une classe en otage. Et là on apprend, il a un revolver, mais le revolver ça veut tout et rien dire. Un revolver, il faut savoir que ça peut être un jouet, ça peut être un 357 Magnum, et entre un jouet qui tire des billes en plastique et un 357 Magnum, c'est pas du tout le même résultat sur la cible. Voilà. Donc on a du renseignement à aller chercher. On positionne donc des tireurs, donc qui sont avec l'accuracy en 308, c'est du 7,62 autant, c'est-à-dire pour donner une image, c'est-à-dire que si les tireurs avaient dû tirer dans la tête du preneur d'otage, donc devant les élèves qui étaient assis au sol, la tête... Elle explose et tout le monde voit ça. Voilà. Il y a eu un ordre comme quoi, en fait, on avait la validation pour neutraliser le preneur d'otage. Et au GIGN, en fait, il y a quelque chose qui est très important pour nous, c'est la préservation de la vie, que ce soit donc des otages, bien évidemment, mais aussi de nos targets, des gens qu'on va interpeller. Donc, dans la mesure du possible, on essaie de les avoir vivants, de préserver la vie. Et on passe par une phase, pratiquement à chaque fois, de négociation. Et dans la négociation, en fait, le négociateur voit que le professeur, il donne son téléphone aux élèves pour que les élèves puissent téléphoner aux parents, les rassurer. C'est quand même assez bienveillant de la part d'un preneur d'otage. Il propose tout un tas de choses et les élèves sont pas si mal que ça. Enfin, même si c'est une prise d'otage. Et en fait, on essaie de savoir ce qu'il a dans les mains, quoi. Le revolver, on n'arrive pas à savoir ce que c'est, si c'est un 357, si c'est un 38 spécial, si c'est un pistolet à billet. Donc, on définit, en fait, on se dit, bah voilà, on va se rapprocher au plus près de la porte. Et en fait, à un moment donné, il libère les élèves. Donc, pour nous, alléluia, quoi. Et là, on décide, bon, dès que le dernier élève a quitté la salle, on rentre. Et là, je suis dans le trinôme de tête. Et bon, bah là, on percute le professeur, il prend une gifle, voilà. La fameuse. Je lui fais une clé de bras et je le désarme. C'est moi qui me retrouve avec le revolver. Et très curieux de savoir que c'est vrai que c'était une question qu'on avait. J'ouvre le barillet et en fait, je me rends compte que c'est le genre de 6 munitions, c'est des cartouches en plastique. C'est du plastique dur. Donc, à bout touchant ou à bout portant, ça pourrait faire très mal sur une partie molle, c'est-à-dire comme la partie des yeux. Mais par contre, ça pourrait crever un œil, mais ça ne tue pas. Donc là, on se dit quand même, heureusement, que le GIGN travaille avec ces valeurs-là, qui a cette éthique, qui a ce sens moral, et qu'en fait, on garde cette expertise et on reste maître, dans la mesure du possible, de notre engagement. Tu connais en La plus peau de singe, la bien valeur sûr. de la vie. Pour l'avoir ôté, on va revenir sur cet épisode, c'est à Fleury-Mérogis. Et il y a aussi une prise d'otage. Si tu veux bien aussi raconter cette scène. Alors, oui, c'était un détenu jugé psychopathe par son psy, enfin quelqu'un qui était assez perturbé, qui avait simplement envie de quitter la prison et de prendre l'air. En fait, c'était ça, vraiment sa revendication. Il a pris donc son psychologue en otage. La prise d'otage en tout a duré 10 heures et il y a eu 8 heures de négociation. Et en fait, la négociation n'a mené à rien. Il y a eu plusieurs ultimatums qui ont été lancés. Et là, je tiens vraiment à mettre l'accent sur la négociation, parce que le négociateur, qui étaient deux négociateurs de ma promotion, pour les avoir entendus, écoutés, parce qu'à un moment donné, j'étais près d'eux, c'est exceptionnel. Les gars, ils arrivent à trouver des arguments pour justement préserver l'intégrité physique de l'otage. C'est là, ils vont chercher, ils ont vraiment toutes les connexions, les mecs.
Et nous, en fait, après, il y a l'autre partie qui est la partie intervention, où on se prépare. Donc ça a été extrêmement dur pour moi d'envisager un tir, tir à tuer, tir à neutraliser. Quand on va faire un tir à neutraliser, on ne sait pas ce que va faire en fait l'ogive quand elle rentre. L'ogive, hein, c'est la balle, hein. Quand la balle, l'ogive rentre dans les chairs, rentre dans le corps humain, on ne sait pas la trajectoire qu'elle va avoir. Donc en fait, quand on parle d'un tir à neutraliser, on ne peut pas dire qu'on va blesser la personne ou la tuer parce qu'on n'en sait absolument rien. Là, en fait, sur cette mission-là, moi je suis avec l'arme de poing et on envisage un tir au niveau de la gorge parce que le preneur d'otage tient son otage qui est assis, il est avachi sur lui et il tient donc une lame sur sa carotide. Et il est prêt en fait à l'égorger. Je n'envisage pas de tirer au niveau de l'épaule, qui serait peut-être le plus simple pour le garder vivant. Parce qu'en fait, je me dis que si je loupe mon tir, à savoir que quand on vise sur ce type de cible-là, on va avoir tendance à relever le tir parce qu'inconsciemment, c'est pas anodin de tirer sur quelqu'un. Et on a la volonté de le faire pour libérer l'otage, mais en même temps, on lutte contre une autre volonté qui est de ne pas faire mal à un individu, à un être humain. Et en fait, donc, moi, j'élimine le tir épaule. J'avais envisagé un tir-tête, et ça, je l'ai annoncé assez clairement. Je dis voilà. Sauf que la demande de Rachida Dati, qui était garde des Sceaux à l'époque, était que on ne devait pas tuer le preneur d'otage. Et là, je me suis retourné vers le médecin qui nous dit, qui me dit, si tu tires par les épaules, et au-dessus, il y a juste le cou, et il faudrait taper la colonne vertébrale. Et si tu tapes la colonne vertébrale, ça aura un effet immédiat sur sa position. En fait, quand il va lâcher la pression tout de suite parce qu'il va se retrouver tétraplégique. Mais on a une chance sur deux de le garder vivant et encore. Parce que on n'intervient pas ensuite sur quelqu'un qui a mais rien que rendre une personne tétraplégique, c'est... muet et tétraplégique, là je savais que... Et là, donc je fais une gestion de stress qui est énorme parce que je me retrouve pendant 2 heures dans un couloir à préparer mon tir. Et là, en fait, je passe par toutes les phases de stress. Il y a des moments où je suis en mesure de faire le tir et il y a des moments où je ne suis plus en mesure de faire le tir. Parce que physiquement, je suis atteint par le stress, le doute. Et je suis comme ça. Et là, j'arrive à trouver des solutions que je cite aussi dans Feral, de gestion de stress. Ça me vient un peu comme ça m'est venu sur le mur où je dis j'arrive à trouver la force, cet état féral pour passer le mur. Là, en fait, j'arrive à retrouver cet état féral pour retrouver mes capacités techniques. C'est la même technique pour le stress? Non, c'était pour... Pratiquement, parce qu'en fait, il y a toujours cette imagerie mentale, cette projection qui va faire qu'en fait, d'un point de vue technique, je suis capable de le faire parce que c'est un geste technique que je réalise au stand à des distances qui sont bien plus énormes que ce que je vais peut-être avoir à faire dans les minutes à venir. Maintenant, ce n'est pas une cible carton, c'est un être humain. Oula, là, c'est voilà, là, c'est pas pareil. Là, le stress vient. Donc, en fait, il faut se libérer de certaines choses. Et ça paraît très facile à dire, oui, on va penser que c'est une cible en carton et on va se lancer, mais c'est beaucoup plus difficile. On peut avoir cette image, dire oui, allez, c'est pas un homme, s'il est là, c'est lui qui a voulu cette situation, c'est pas moi, c'est lui qui nous met dans cette situation. Moi, ce matin, je me suis pas réveillé en me disant je vais neutraliser un preneur d'otage, j'ai la volonté de le tuer ou de le blesser. Non, c'est lui qui s'est levé le matin en disant aujourd'hui, je vais faire une prise d'otage et il y a un point de rendez-vous. Et le point de rendez-vous, il ne faut pas se tromper. Les personnes qui doivent en sortir indemnes, en priorité, c'est l'otage. Voilà. Et en fait, on fait ce qu'on peut. Et là, j'ai fait donc le tir au plus juste possible. Je ne pouvais pas faire plus précis, mieux réussir ce tir. Et ça paraît dur de dire ça parce que la personne est décédée quelques jours après. Mais en fait, j'ai réussi à faire exactement ce qu'on m'a demandé. Avec une difficulté énorme. Ouais. Tu as mis du temps à t'en remettre? Bizarrement, on ne s'en remet jamais à 100% d'un tir comme ça. Le soir même, pour être très honnête, je rentre chez moi, j'appelle Thierry Poignot, donc qui n'a pas décroché, il dormait parce qu'il était très tard. C'était Thierry ton Poignot, responsable? c'est mon parrain, c'est celui qui est rentré le premier dans l'avion à Marignane. Celui qu'on voit rentrer avec son revolver, qui ramasse la foudre, et c'est le Vincent Elbaz dans le film L'Assaut. Vincent Elbaz joue son rôle. Voilà, et c'est mon parrain, donc je l'appelle pour lui dire, Thierry, j'ai réalisé mon premier tir, en fait, voilà, je voulais te le dire, juste le partager.
Et en fait, bon, je lui laisse un message sur sa messagerie. Je rentre chez moi, je prends ma douche, je me couche, je cogite pas mal quand même. Et il faut ranger un peu les choses. Alors, il est blessé à ce moment-là. Ouais. Tu sais pas Je que prends quand même encore, la mesure de ce qu'il y a, parce que là, le médecin me regarde, il me fait signe. Il sera vivant, il est vivant là, mais ouais, c'est mort, quoi. tu savais déjà que. Ah ouais, ouais, il m'a dit là, c'est pas possible, puis même ce qui va, enfin, derrière. Et bon, on prend quand même la mesure de ça, et j'ai mis à peu près peut-être 45 minutes, 1 heure, avant de m'endormir. J'ai passé la nuit, je me suis réveillé le matin. Je n'avais aucun souvenir du moment où j'ai effectué le tir, parce que j'étais auditionné après le lendemain. Hmm. Aucun souvenir. En fait, le cerveau est quelque part est bien fait parce qu'il nous préserve. Il a complètement chanté tout un tas de choses et elle me dit alors à ce moment-là, est-ce qu'il vous regardait, est-ce qu'il a tourné le regard? Je ne sais pas. Que vous avez visé? Je ne sais pas. Et en fait, tout ça, ça vient après, quand le cerveau commence à ranger. Hmm. C'est-à-dire que 3 jours après, j'ai eu le son. J'ai eu un Ah flash ouais. et j'ai eu le son. C'est-à-dire que quand au moment où il a pris le logis dans la gorge, le bruit qu'il y a eu, et ensuite, presque 1 an après, j'ai su qu'il y avait eu un échange de regards. Putain, 1 an après. 1 an après. Ouais. Tu y pensais tout le temps. Ouais. Et sa voix que j'ai entendue à la négociation, je l'ai encore en tête. C'est Faut parce vivre que je l'ai avec, j'ai entendu son rire, et c'est surtout son rire. Voilà, c'est très particulier, hein, mais c'est voilà. Donc il y avait un ancien du GIGN qui disait on vit avec ses morts, et effectivement on vit avec ses morts. C'est vraiment pas anodin. Et tuer quand on n'a pas le choix et qu'on le fait, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. On le fait parce que voilà, ça fait partie quelque part du travail, des contraintes malheureuses. Pour moi, c'est un échec de l'humanité. Hein. Tirer sur quelqu'un, c'est qu'il y a un échec. C'est qu'en amont, les choses ne se sont pas bien goupillées. Et il y a eu des loupés, des manquements sociaux. Et voilà, on n'a pas été au rendez-vous. On n'a pas pu porter assistance ou quelque chose à une personne qui était en détresse et qui amène jusqu'à faire du mal aux autres et qui amène à une ogive pour le neutraliser et voire le tuer. Ouais. Donc nous, en fait, c'est une grosse responsabilité, personnellement, que je ne prends pas seul, parce que pour moi, voilà, je suis le bras armé, mais quelque part, c'est la société qui a fait que. Alors je ne dis pas que la société a toute la responsabilité de cet individu qui a fait qu'il en soit là. Il a sa part de responsabilité, mais on a tous quelque part dans certaines dérives, et je prends même les terroristes et tout ça. Il y a quelque chose, voilà, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas. Un accompagnement. Ouais, ouais, ouais. Alors dans l'éducation, dans tout un tas de choses. Donc on n'est jamais, ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'est jamais tout bon ou tout mauvais. Mais à un moment donné, quand il y a des individus qui dérivent, on est une collectivité. Donc au lieu de dire à marginaliser ou stigmatiser, à un moment donné, on entreprend. Et ça, c'est très compliqué à faire. C'est de l'implication dans l'éducation, et ça se fait à la maison, ça se fait dans les écoles, ça peut être les professeurs, ça peut être des camarades. Quand il y a un lycéen qui pète un plomb et qui tire ou qui met un coup de couteau, eh ben, il y a peut-être des choses qui sont des comportements que nous on analyse au GIGN, que les négociateurs essaient justement avant d'arriver à l'ultime recours qui va être l'usage de la force. Eh ben, on va essayer d'aller chercher, de ramener à la raison. Et si on était beaucoup plus à l'écoute des uns et des autres en tant qu'humains, je pense qu'on aurait moins de personnes qui basculent. Mais on est tournés tous vers notre petit nombril et vers nos téléphones portables et notre petit intérêt individuel, ce qui fait que voilà. Et puis quand il y en a un qui pète un plomb, ah regarde ce qu'il a fait, on filme et tout ça. Je vais loin, hein. C'est pour bien faire comprendre que quand on prend la responsabilité d'effectuer un tir, attention, on est tous responsables quelque part de ça. Et il y a une mission, moi je pense que c'est peut-être la mission qui est pas que j'ai préférée dans le livre, mais qui m'a peut-être le plus marqué. C'est en Libye. Tu accompagnes l'ambassadeur de France. Vous avez écho qu'il va y avoir des attaques djihadistes contre vous. Et il y a un timing pour partir, pour aller sauver l'ambassadeur. Et lui, il ne veut pas partir tant qu'il n'a pas fini sa tarte. Ouais. C'est un truc de fou. Enfin, bon, alors c'est un peu caricatural. Là, on fait des raccourcis. Alors le pauvre vieux, ça ne l'arrange pas. Mais en même temps, la situation était assez compliquée. Non, en fait, j'étais en renfort. Moi, je fais partie de l'intervention. Hein, et de temps en temps, quelques éléments de la force intervention donc du GIGN
ont prêté main forte, ont renforcé les effectifs de protection rapprochée dans les ambassades sensibles. Et donc moi, j'étais un effectif intervention rattaché à la protection rapprochée de l'ambassadeur de France en Libye. Et il faut savoir qu'il y a une vie sociale, diplomatique, et l'ambassadeur de France se rend à différents repas, des commémorations et tout ça. Donc nous, on l'accompagne et on est chargé de sa protection rapprochée. Et là, ce soir-là, c'est vrai qu'on a en avant que les factions djihadistes, alors c'est ce qu'on appelle des katibas en Libye, se disputent le territoire de Tripoli. Voilà, il y a différentes zones. Et en fait, ce soir-là, on sait qu'il risque d'y avoir des affrontements entre les katibas et que nous, on peut être au milieu de tout ça. Alors, on n'est pas forcément pris pour cible, mais on verra par la suite que les tirs qui ont été faits sur l'ambassade de France, qui n'était plus là où elle était à l'époque, enfin, quelques mois avant, parce qu'il l'avait fait sauter, donc on était à l'hôtel du Radisson à Tripoli, les étages où était l'ambassade de France avaient été pris pour cible. Donc on a vu que même on a quand même été ciblé. Mais pour venir à ce repas-là, donc en fait, l'ambassadeur de France est invité un soir à manger à la résidence d'Espagne. Donc il y a les États-Unis qui sont là, je crois qu'il y a l'Angleterre, il y a l'Italie, il y a tout un tas de diplomates qui sont réunis, ils sont en train de manger, et nous, on a quelques effectifs à l'intérieur, et moi je fais partie de ceux qui sont à l'extérieur. Et à l'extérieur, on remarque qu'on entend des bruits de Kalachnikov, ça commence à tirer. On voit des rafales passer, des balles de traçantes de 14,5, de 12,7, donc là c'est du gros calibre. Et là on dit, oula, ça commence à bouger un peu. Donc là on voit que le portail s'ouvre, et là on voit les véhicules, alors les Américains en premier. Il faut savoir que les Américains, c'est le service de sécurité qui a autorité sur la personne qui le protège. Ce n'est pas la personne qui protège qui prend la décision de quand il rentre. D'accord, ok. C'est le service de protection qui dit, là, c'est maintenant tout de suite. Ils le prennent, ils ne lui donnent pas son avis, ils le mettent dans la voiture et ils le raccompagnent. Donc eux, en fait, très vite, on voit la voiture partir. Les Américains, c'est des dispositifs toujours assez impressionnants. Des gros véhicules, ils ont plus de moyens que nous. On le voit partout. Et là, ils partent. Et là, on voit les Italiens partir, on voit les Anglais, tout un tas de représentants de leur État qui partent. Et nous, on dit à la radio, donc on dit à l'épaule, donc l'épaule, c'est le garde du corps qui est au plus près de l'autorité. Là, on lui dit, écoute, il fait quoi là? Tu lui as dit que... Ben, je lui ai dit, mais là, il m'a dit qu'il terminait sa tarte et son café. À dire, parce que nous, dans la rue, là, ça commence à... Il y en avait qui tiraient comme ça, quoi, qui défourallaient à la Hezbollah dans la rue. On dit, ouais, non, mais là, ça commence à craindre vraiment, quoi. Donc là, c'est pas dit qu'on arrive à aller donc, de la résidence d'Espagne à raccompagner l'autorité dans un endroit sécurisé qui était l'hôtel Radisson, l'ambassade de France. Et là, à un moment donné, ils décident donc de sortir. Et là, quand on part, en fin de compte, on n'arrivera jamais à aller à l'hôtel parce que en fait, la ville est à feu et à sang. Et on décide d'aller à l'ancienne résidence de France, donc un bâtiment qui n'est pas abandonné, parce que l'ambassadeur y va de temps en temps. Et en fait, on se réfugie donc dans la cave, mais pour nous, c'est très C'est le bâtiment qui était pris pour cible, du coup? Alors, il n'a pas été forcément pris pour cible, mais il faut savoir que cette nuit-là, Tripoli était en situation de guerre civile, donc chacun se tirait dessus, c'était vraiment œil pour œil, dent pour dent, et chacun pour soi. Donc moi, à un moment donné, je me retrouve sur le toit, et j'entends que ça siffle à côté de mes oreilles, et il y a des tireurs qui sont postés dans des bâtiments. Il y avait beaucoup de bâtiments qui étaient en construction, donc il y a beaucoup de snipers, des gens qui sont avec des Dragunov, qui tirent du gros calibre sur des gens dans la rue. Et j'assiste à une scène qui est quand même, des scènes qui sont assez apocalyptiques, quoi. Et on regagne l'ambassade de France le lendemain matin. Et là, l'ambassadeur nous dit effectivement, j'aurais dû prendre la décision un peu plus tôt. Merci, monsieur l'ambassadeur. Faites-nous confiance. Et c'est ce que je dis un peu dans GIGN Confessional Ops. J'aimerais parfois que les politiques ou les gens doivent avoir confiance dans leurs troupes d'élite et dans leurs forces spéciales et s'appuyer sur leur expertise. On ne s'improvise pas. Un ministre de l'Intérieur, parfois, a été ministre de l'Agriculture avant. Alors, passer de l'agriculture à l'intérieur, c'est bien, ça demande beaucoup de compétences, mais c'est des compétences qui s'appuient sur des expertises de professionnels. Et si on s'assoit sur ces expertises de professionnels, on peut devenir incompétent. Ouais. Puis voilà.
Enfin, on a la chance en France d'avoir en plus le GIGN, enfin, c'est reconnu. Ah, quand c'est même, donc, reconnu mondialement. Et quand le GIGN euh, va donner une indication de mode opératoire ou de choix tactique à une autorité, c'est que quelque part, on s'appuie sur des années d'expérience et sur une évaluation qui est monstre. J'aimerais bien revenir sur une période très sombre, en 2015, les attentats de Paris. Donc vous êtes appelé directement pour les frères Kouachi, quand il y a les attaques de Charlie Hebdo, c'est ça. Vous les poursuivez. On fait une traque, ouais. Mm. En fait, on a quelques renseignements, on a une zone, hein, on quadrille une zone, et là, on met beaucoup d'effectifs sur le terrain, à savoir qu'il y a effectifs aussi bien gendarmerie et police, et aussi le RAID hein, qui se déplace, et on essaie, on fait une fouille, hein, donc c'est une fouille très militaire, on est en ligne, et puis on progresse, on bloque les routes, enfin voilà, il y a tout un dispositif qui est mis en place jusqu'à temps soit de tomber dessus, ou d'avoir un renseignement qui va faire qu'on arrive à les localiser et à pouvoir intervenir. Ils sont retranchés dans une imprimerie. Ouais. Ils prennent en otage. Non, Ils n'ont ont pas d'otage en non. fait. Non, non, ils ont libéré le patron de l'imprimerie. Et en fait, il y a une personne, un employé, qui s'est réfugié sous un meuble dans un espèce de petit local qui servait d'arrière de petite cuisine, quoi, de petite kitchenette. Et lui, en fait, se planque. Mais les frères Kouachi n'en ont pas connaissance. D'accord. Les médias ont fait une grave erreur et ont dévoilé qu'il y avait un employé qui se cachait. Ça encore, ça fait partie des choses qui nous perturbent dans le bon déroulé de nos interventions. Ouais, d'ailleurs, il y avait un hélico. Vous étiez à deux doigts de tirer dessus pour. Alors de tirer dessus avec des munitions d'exercice pour pas abattre l'hélico, mais pour leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils bougent. Ouais. Ouais. On ne l'a pas fait, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut savoir que quand on intervient, on est très pollué souvent par... alors ça n'engage que moi, hein, parce que jamais le GIGN dira les politiques nous polluent, ou voilà. Mais moi, avec du recul, souvent, oui, les journalistes n'ont pas leur place au cœur d'une crise. Il y a un périmètre à respecter, et le droit à l'information, il y a déjà un devoir de réserve qui passe en priorité, et de préservation des otages et tout ça, quoi. Et puis de préservation de la scène et du travail qui va être mis en œuvre pour réduire la crise. Ouais. Et ça, parfois, c'est pas respecté, ni par des politiques, ni par les médias. On a eu énormément de chance que Koulibaly n'ait pas forcément connaissance des gens qui étaient au sous-sol, qui étaient réfugiés dans les frigos. Enfin, tout ça, Parce que parallèlement, en fait, parallèlement aux frères Kouachi, qui étaient eux retranchés dans l'imprimerie, il y avait en même temps une prise d'otage dans une boucherie cachère. Donc là, c'était Koulibaly, et il disait que si le GIGN, donc si vous interveniez dans l'imprimerie, il tuait tout le monde. Ouais. Ça rajoute un handicap, hein, parce que là, en fait, on sait qu'ils sont en lien et qu'ils peuvent faire une action coordonnée. Donc nous, RAID et GIGN, on doit aussi se coordonner sur un assaut. Si on envisage un assaut sur les frères Kouachi, il faut que absolument le RAID et la BRI qui sont sur l'hypercachère soient prêts à intervenir aussi. Donc tout ça, ça se fait. Hein. Il y a tout un dispositif de coordination qui se met en branle avec les autorités civiles et puis les autorités militaires. Et nous, en fait, le rôle qu'on a à jouer sur le terrain, c'est d'être prêt à intervenir sur l'instant et en même temps à préparer, avec un mode opératoire bien défini, un assaut. Vous voyez qu'ils sont réfugiés en fait, dans un endroit assez restreint avec une seule porte. Et vous avez l'ordre d'y aller, donc d'intervenir, et on t'annonce que tu vas être en première ligne. J'ai envie de dire chef du trinôme de tête, c'est-à-dire je fais partie des premiers donc, à rentrer dans l'imprimerie. Il y en a plusieurs, hein, trinômes, il y a plusieurs trinômes tout autour de l'imprimerie, mais le mien en fait est prévu à l'étage, là où sont censés être les frères Kouachi. Donc effectivement, il y a quand même un stress supplémentaire, c'est qu'a priori, nous, notre trinôme, on va tomber face à eux. Et la configuration est très compliquée parce que c'est à l'étage et on va devoir passer par une fenêtre. Donc c'est très défavorable. Quand on t'annonce que tu es devant, du coup, que tu es dans le trio de tête, il y a un ami de toi qui dit on ira boire une bière au paradis après. Disons que oui, après on fait un peu d'humour hein, là-dessus, hein, mais on prend conscience qu'effectivement ça va être très défavorable. Moi je tiens vraiment à souligner, j'en ai parlé
comme ça un petit peu parfois, alors rarement dans les interviews, mais il faut savoir que celui qui rentre avec le bouclier risque de mourir en se faisant donc tirer dessus, mais il ne peut absolument pas rendre le feu. D'accord. C'est quand même assez... Ouais. Je ne suis même pas sûr que moi, j'aurais été capable de protéger la colonne d'assaut, enfin le trinôme, de me faire tirer dessus et de peut-être me faire tuer sans pouvoir répliquer. C'est quand même... ce qui veut dire qu'il avait extrêmement confiance dans le trinôme, dans les deux autres, hein, l'autre et puis moi. Et en même temps, c'est un don de soi. Il fallait prendre pied dans le bâtiment. Et lui, en fait, il sait qu'il va il va tirer 0 cartouche et qu'il risque de mourir Juste sans qui- tirer une cartouche. Quand on est un guerrier, hein, qu'on veut, Ouais, c'est mou. c'est le guerrier qui part au combat juste avec un bouclier. Il n'a pas d'épée. Voilà, il va protéger jusqu'au moment où il y aura un coup qui va faire, qui va tomber. Je tiens Ouais, à dire, c'est quand c'est même pas une démarche, 100%, voilà, enfin, ouais, c'est voilà. pas du sang pour du sang, là, tu... Non, mais c'est son rôle. Mm. C'était son rôle. Et chacun, en fait, dans une mission, alors GIGN, RAID, BRI, Forces spéciales, ou même parfois les primo-intervenants, parce qu'on ne parle pas, hein, mais il y a pas que le GIGN, tout ça qui intervient sur des crises terroristes. Il n'y a pas que les unités d'élite. Parfois, il y a ce qu'on appelle les primo-intervenants, qui vont être les gendarmes départementaux, les policiers qui font partie des commissariats. Ça peut être les polices municipales, comme on a vu à Nice. Ils ne sont pas formés à ça, ils n'ont pas forcément le matériel, mais à un moment donné, ils vont devoir y aller et faire du mieux qu'ils peuvent, et ils font le job. Donc voilà, c'est un engagement qui est total, et on peut vraiment prendre cher, on risque sa vie, on risque une blessure grave, on risque, parce qu'ils sont souvent lourdement armés, et on risque la mort. Donc il faut vraiment que la population prenne en compte ça, parce que parfois les gens jugent, ont tendance à voir un petit peu, oui, ils ont des gilets pare-balles et tout. Non, 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 il y a vraiment un très gros risque. C'est un don de soi. C'est un don de soi, c'est un sacrifice. Et c'est un sacrifice, on parle de la sécurité routière, celui qui va mourir, bah, c'est toute une famille qui meurt. Il y avait une publicité qui montrait comme ça sur un choc, où on voyait un jeune homme qui pouvait mourir. Et on voyait, c'était toute sa famille qui apprenait la nouvelle et qui était détruite. Ben, en fait, un homme du GIGN, comme on disait tout à l'heure, c'est l'engagement de sa famille et tout son entourage. Donc, dans l'engagement, tous ces policiers, ces gendarmes, policiers municipaux, parce que je l'ai mis aussi dans le lot, c'est beaucoup de gens en France qui sont investis là-dedans. Après ta carrière au GIGN, est-ce qu'il n'y a pas un manque ou un effet de post-traumatique? On passe du GIGN et d'un coup, bah, il n'y a plus l'action, il n'y a plus l'entraînement. Ça se passe comment? Alors pour moi, c'est assez L'après-carrière. particulier parce que je n'ai pas une retraite comme beaucoup ont connu au GIGN. Je passe de l'ombre à la lumière. À savoir que moi, je suis rentré dans l'armée, j'avais 19 ans. Je quitte l'armée, j'ai 40 ans. J'ai connu que ça, vivre un peu en autarcie. Comme je dis, passer de la discrétion, parce que le GIGN, c'est pas une unité secrète, hein, mais passer de l'ombre à la lumière, ça déstabilise un peu. Je m'attendais pas à autant de critiques, de jugements, de grands spécialistes d'Internet qui allaient remettre en doute ou en question des actions que j'ai pu avoir et que j'ai pu partager. Maintenant, j'ai choisi de faire de la résistance et de continuer à partager parce qu'en fait, j'ai quand même un bon nombre de gens qui suivent, qui sont curieux et qui utilisent ce partage à leur avantage et qui en font quelque chose. Et c'est-à-dire que certains ne se sentaient pas capables d'objectifs. Et en fait, en lisant le livre et par mes partages, ils disent, mais en fait, ce mec-là, je ne suis pas si différent de lui. Il a eu ses galères, comme j'ai pu avoir. Les hommes du GIGN ne sont pas des monstres, ne sont pas des super-héros, c'est des hommes comme tout le monde, mais qui travaillent, qui se donnent les moyens de réussir. Et en fait, j'ai suscité quelques vocations, pas seulement pour intégrer le GIGN, mais pour intégrer les forces de l'ordre, police, gendarmerie ou l'armée. Et puis, certaines personnes, et ça m'a fait bizarre, des gens dans leur entreprise qui ne pensaient pas atteindre certains postes et qui se disent, mais si je peux y arriver. Et je fais parfois des conférences en entreprise. Donc ce passage de l'ombre à la lumière est assez perturbant. Maintenant, je suis très bien entouré. J'ai beaucoup de bienveillance autour de moi. Et c'est pour ça, je pense que je m'en sors. Après, pour être très honnête, il y a le syndrome post-traumatique. Chaque militaire qui vit des choses un peu particulières, c'est pas naturel de tirer sur quelqu'un ou de se faire tirer dessus ou de voir la violence dans des pays étrangers ou même en France.
Donc, je ne suis pas un cas isolé. Si moi j'ai ce syndrome, parfois, alors ça se traduit par des cauchemars, par de la perte de patience, parfois des excès alors pas de colère, parce que j'ai une certaine maîtrise de moi-même. Il y a des moments où des pertes de contrôle, où certaines images, certains sons vont faire que, par exemple, un feu d'artifice, moi, un 14 juillet, moi, je ne vis pas le 14 juillet comme une fête. Pour moi, le 14 juillet, c'est très anxiogène. Ça pète de partout et je Ça suis te pas à rappelle l'aise. du coup Je des suis mauvais pas à l'aise, souvenirs. bah oui, parce que ça me rappelle la Libye quelque part, où j'ai connu des scènes un peu difficiles, surtout en tant que témoin. Et voilà, et je suis pas à l'aise avec ça. Mais ça, je suis pas le seul, hein. Hmm. Et si moi je le vis avec euh, mon ancienneté, et puis je me dis, hein, moi, j'ai vécu des choses assez dures, mais au-delà de 30 ans, j'avais plus de 30 ans. Mais certains jeunes, des jeunes militaires qui rentrent à l'armée, un an après leur incorporation ou 2 ans après, vont partir en Afghanistan, vont partir au Mali, vont revenir avec une jambe en moins, et ont connu le feu, et ont connu l'horreur, et surtout connaissent l'oubli. Parce qu'on parle des morts, mais on ne parle pas des blessés. Et des blessés, il y en a énormément. Et en fait, ces gens-là vivent avec le syndrome post-traumatique, en plus d'un C'est un handicap handicap. Ouais. physique, et c'est extrêmement lourd, et la population met des choses en place, mais pas suffisamment. Donc moi, je suis parrain d'une association, la Team Seals, où on vient en aide justement à tous ces gens qui ont perdu des membres, et puis certains qui ont perdu une certaine faculté psychologique, et qu'il faut réadapter au milieu civil et à une réinsertion. Donc il y a quand même un gros engagement, et c'est vrai que le passage de l'armée au milieu civil, c'est très très compliqué. Et je retrouve autre chose dans le cinéma et dans le message que j'ai à passer. Donc en fait, je suis en pleine transition, quoi. Et j'ai un bagage émotionnel qui est très intéressant selon moi pour le cinéma. Et quelque part, ce syndrome un peu post-traumatique, je peux le Hmm. mettre au service du cinéma. Et le cinéma, ça se passe comment Bien. rapidement du coup Bien. Non, mais tu as des Non, projets? non, ça se passe bien. Pas aussi bien que j'aimerais, mais parce que je suis très ambitieux, je suis très gourmand. Hmm. Maintenant, faut être humble, faut être persévérant, faut être patient. Il faut savoir que, comme j'ai appris le métier de GIGN, j'apprends le métier d'acteur. Ça fait 7 ans. J'ai pas attendu de sortir du GIGN pour apprendre le métier. Je l'ai appris avant, comme j'ai pu, mais je travaille beaucoup. Pour moi, voilà, c'est toujours du travail. Maintenant, j'aimerais que certains producteurs, réalisateurs croient un petit peu plus. Donc, c'est à moi de... Toujours pareil, hein, on a ce qu'on mérite. On essaie de provoquer les choses. Donc, j'ai eu la chance déjà de tourner, contrairement à certains acteurs qui ont beaucoup de talent, parce que j'ai croisé, il y a beaucoup d'acteurs qui ont du talent. Et parfois, ceux qu'on voit en ont, mais parfois, pour avoir fait des cours, Hmm. j'ai vu beaucoup mieux Ouais. des gens sur une estrade comme ça, 10 personnes dans le public, et faire des choses, des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Et parfois même des reprises de scènes de cinéma où l'acteur, s'il voyait l'interprète de la scène, il dirait waouh, ah ouais, quand Hmm. même, le mec, faut que je fasse gaffe là. Mais on préserve. C'est Le le cinéma contact. français préserve des acteurs. Ils ont du mal à miser parce que c'est vrai que c'est de l'argent. Donc on ne mise pas au hasard. On mise sur des gens qui ont un public, des gens qui ont. On va plutôt miser sur un Instagrammeur qui a 1 million de followers, mais qui n'a pas forcément de talent, plutôt que sur quelqu'un qui n'est pas suivi, mais qui a un Hmm. talent et qui a appris le métier. Et ça, c'est dommage. Maintenant, moi, je ne perds pas espoir. J'ai des très beaux projets. J'ai tourné avec Ziad Douéry, Eric Cantona, Alex Lutz et bien d'autres Ah. acteurs sur la série Dérapage, qui est sur Netflix, avec un rôle qui n'est pas un gros rôle, mais qui a un rôle quand même, avec 10-15 jours de tournage, où j'ai fait le rôle d'un preneur d'otage. C'est pas le rôle du Joker. C'est pas Stallone dans Rambo. Ou voilà. Moi, je me destine à Hmm. un large panel, à pas que Mais après, ils commencent tous par ici. Enfin, on commence tous il par faut là. commencer, il faut commencer. Alors moi, je suis pressé. Moi, je suis rentré au GIGN très jeune, à 25 ans, l'âge minimum. Hmm. Je voulais rentrer dans le cinéma, dans le vif du sujet à 40 ans. Voilà, bon, ça prend du temps. Il y a la période Covid qui n'est pas évidente, mais il y a quand même de très beaux projets. Donc, je ne perds pas espoir, on continue de travailler, et puis j'espère que vous me voyez dans des trucs sympas bientôt, quoi. On espère bientôt. Pour finir, je connais beaucoup de monde qui ont des projets en tête. Vraiment des bonnes idées, mais ils n'osent pas se lancer. Euh, Soit c'est par rapport à la peur des réseaux sociaux, parce que maintenant, la peur de l'échec, elle est
enfin, je n'étais pas là avant, mais je pense qu'elle est plus grande avec les réseaux sociaux. Si tu fais quelque chose de mal, La enfin, ça va notoriété, être enregistré. on rentre dans l'arène, hein. Avant la notoriété, les acteurs comme dans Delon, Belmondo étaient assez préservés de la critique. Alors ils avaient de la critique, hein. Moi j'ai vécu cette période, hein, parce que je ne suis pas tout jeune non plus. J'ai vécu cette période avant les réseaux sociaux, avant. Bah, c'est vrai qu'il y avait une prise de risque, mais là aujourd'hui, en fait, il y en a beaucoup qui arrêtent. Alors je ne vais pas citer, mais il y a beaucoup il y a des chanteurs moi, que j'ai vu arrêter, Stromae, Diams, qui ont été très très critiqués, qui ont mal vécu aussi ça et qui se sont retirés, des gens de talent, par la bêtise de quelques-uns. Voilà, et ça, je trouve ça fort dommage. Donc après, bah, la vie est courte. Alors excuse-moi, je t'ai coupé dans le. Non, mais c'était bien. Mais Mais moi, je pense que tu connais ma question, du coup. si je peux dire à des gens qui ont envie de se lancer, c'est de se dire que la vie est courte, qu'on ne maîtrise pas. Voilà, on connaît le jour de sa naissance, on ne connaît pas le jour de sa mort, ou de ce qui va se passer avant, une blessure ou un changement de cap, voilà, qui va faire qu'on ne pourra pas aller au bout de ses objectifs. Donc ce qui est important, en fait, je pense, c'est de croire en soi, de se donner les moyens de croire en soi par des petits challenges, de se mettre dans la difficulté en sortant de sa zone de confort. Alors je sais que c'est un terme très générique. Sortez de sa zone de confort. Oui, alors oui, le conseil, il est bon. Mais pourquoi? C'est ça en fait qui est important. Pourquoi je sortirais de ma zone de confort? Pourquoi j'irais me casser la binette, pour être poli, à faire quelque chose qui est dur? Bah parce qu'en fait, aller au-devant de l'adversité, se confronter à l'adversité, et ça peut être la nature extrêmement bienveillante envers nous, et extrêmement dure aussi. Et aller vers la nature, bah, c'est déjà une adversité. Parce qu'on est bien chez soi avec le chauffage, mais aller dormir dehors, c'est un apprentissage, c'est faire face à soi-même en fait. Et tout ça, en fait, quand on se met face à cette adversité, on progresse. Et quand on progresse, on vit beaucoup mieux l'adversité qui va être imprévue. Donc sortir de sa zone de confort donne des clés pour pouvoir, quand l'imprévu arrive, quelque chose, voilà, la LEM, la loi d'emmerdement maximum, qui arrive toujours dans la vie, quoi. On a un objectif, ça ne se passe jamais le chemin idéal. C'est toujours comme ça. Comme ceux qui réussissent, c'est jamais, on voit la face visible de l'iceberg, mais derrière, il y a eu beaucoup de galères. Et bien, en fin de compte, se confronter à l'adversité fait que on va avoir des clés et ça va nous donner plus de chances de réussir nos objectifs. Et en fait, j'ai envie de dire à ceux qui ont envie de tenter, mais qui ne tentent pas, de la peur du jugement ou tout ça, c'est que la satisfaction de réussir son objectif, c'est énorme en fait. Moi, le fait d'avoir réussi le GIGN, alors non pas le jour où on m'a remis le brevet, parce que là, je savais que j'avais tout à faire, mais le jour où j'ai quitté, j'étais en paix avec moi-même et je me suis dit, wow, mais quelle satisfaction d'avoir fait 15 années au sein de cette unité qui est pour moi, qui était un rêve et qui reste un rêve. J'ai réalisé un rêve. Là, aujourd'hui, le cinéma, ben, j'aurais tort de ne pas... Donc maintenant, je calcule les risques par rapport à ma famille, que je ne mette pas en difficulté. Donc, quand je suis sur un plateau de tournage, le fait de tourner, de me mettre en scène, mais c'est un plaisir. Et supporter ce qu'il y a à supporter pour y arriver, mais ça se supporte mille fois. Puis quand on y arrive, il ne faut pas penser aux autres. On ne fait pas les choses pour les autres. On fait les choses avant tout pour soi. Il ne faut pas attendre dans le regard des autres de la reconnaissance ou de savoir ce qu'on vaut. Moi, je pense que non, les autres ne nous connaissent pas. Personne ne nous connaît aussi bien que nous-mêmes. Et si on ne se connaît pas, eh bien, il faut aller chercher à savoir qui on est. Et on se connaît le mieux pour se connaître, c'est de se confronter à la vie, à l'adversité, à la nature. D'aller au bout. Et d'aller au bout des choses. Voilà. Très bien. C'est très beau. Je te remercie en tout cas. Bah, merci à toi, merci à vous. Merci beaucoup d'être venu. C'était l'émission avec Aton. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Merci beaucoup d'avoir été présent.